Et si, au lieu d'être dépendante affective, tu avais en réalité peur de l'engagement? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui est présent donc sur la chaîne YouTube C'est Mes Plus et sur le podcast, dans lequel on va parler justement de schéma de dépendance affective, mais également de peur de l'engagement. Parce que faire preuve de dépendance émotionnelle, c'est une chose, mais quand la peur de l'engagement est camouflée par la dépendance affective, c'est pas du tout la même chose. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est très important que la personne avec qui vous travaillez, ou quand vous-même vous faites votre analyse, de pouvoir bien distinguer les deux pour savoir sur quoi travailler. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève, donc je pratique la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, l'hypnose profonde, l'ADNR, ce qu'on appelle aussi la reprogrammation neuronale profonde, c'est ce qui se travaille avec les mouvements oculaires, les constellations familiales et également l'EFT. Et donc, depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle, à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent avoir des relations amoureuses plus saines et plus durables. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à télécharger votre formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance » pour savoir comment vous libérer de la dépendance émotionnelle et des schémas répétitifs en amour. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à remplir le formulaire pour la recevoir directement. Et pour terminer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au podcast, en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines informations et les prochains épisodes. Alors, pour pouvoir vous parler de ce sujet-là, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler d'un cas d'accompagnement. Alors que plutôt que de vous raconter l'histoire de quelqu'un, disons que j'ai élaboré un cas sur la base de plusieurs accompagnements qui va justement illustrer comment une personne initialement perçue comme dépendante affective pourrait en réalité souffrir d'une peur inconsciente de l'engagement. Donc prenons le cas justement de Célia qui a 32 ans et qui est une jeune femme qui semble constamment chercher l'amour et l'attention des autres. Elle s'engage rapidement dans des relations, elle demande de l'affection en cherchant des preuves d'amour. Et pour son entourage, on lui dit souvent qu'elle est trop dépendante, qu'elle fait tout pour plaire. Ses amis pensent qu'elle a besoin de quelqu'un pour se sentir complète et qu'elle a du mal à être seule. Mais malgré ses efforts pour s'attacher et trouver une relation stable, les relations de Célia finissent toujours par échouer. Elle se retrouve souvent avec des partenaires qui ne s'engagent pas ou avec lesquels elle finit par rompre de manière abrupte, disant qu'ils ne sont pas assez investis ou qu'ils ne sont pas les bons. Et au fil des années, elle a accumulé plusieurs relations de courte durée et aucune de ces histoires ne dure plus de quelques mois. Alors, quand elle arrive en cabinet, la première chose sur laquelle on va déjà travailler, c'est la dépendance affective. Pour revenir sur ce qu'est la dépendance affective pour les personnes pour qui c'est un sujet qui est encore un peu flou, la dépendance affective, c'est un trouble de l'attachement qu'on va voir par 2 critères importants définis dans le DSM-5, qui est le manuel de psychologie et de psychiatrie américain, qui définit tous les troubles émotionnels, de l'humeur, de l'identité, psychopathologique, de l'attachement qui puissent exister. Et donc dans ce manuel-là, on va retrouver 2 critères qui permettent de reconnaître le niveau de dépendance affective de quelqu'un. Le premier, c'est son anxiété de séparation, et le deuxième, c'est son caractère de personnalité dépendante. Mais en gros, pour résumer, ce qu'on va retrouver dans les comportements d'une personne en dépendance affective, c'est le besoin important d'affection et de validation externe, le fait de redouter l'abandon, le rejet de l'autre, et donc, pour pallier ça, le besoin de réassurance constante, et enfin, donc c'est ça l'anxiété de séparation, le fait de se montrer parfois jalouse en ressentant une angoisse à l'idée que le partenaire s'éloigne. Cependant, quand on travaille justement avec Célia
et donc avec l'outil de la programmation neurolinguistique pour comprendre quelle est exactement sa stratégie limitante. Entre parenthèses, quand on parle de stratégie en programmation neurolinguistique, on fait référence à, comment dire, la stratégie c'est, imaginons que vous ayez une montre qui est cassée, donc vous savez qu'elle ne fonctionne pas. La PNL, elle va permettre justement d'aller regarder à l'intérieur de la montre qu'est-ce qui, dans la manière dont chaque système est positionné, où se trouve le problème. Et ce problème-là, quelles en sont les conséquences et qu'est-ce qui fait que, avec ce problème-là, tout le système dysfonctionne. C'est ça comprendre la stratégie limitante. Et donc quand on regarde de plus près, on observe qu'il y a des éléments contradictoires dans son comportement, qui justement révèlent qu'en réalité, ce qui pose vraiment problème et qui la met en dépendance, c'est pas le fait d'être dépendante en soi, mais c'est le fait d'avoir peur de l'engagement. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que dans ces schémas relationnels, il y a des indices qui masquent justement la peur de l'engagement, comme par exemple le fait de choisir des partenaires émotionnellement indisponibles ou instables. Tout à fait inconsciemment, Célia, elle est attirée par des hommes qui ne peuvent pas réellement s'engager, comme par exemple des personnes qui sont déjà en relation, des personnes qui sont très investies dans leur carrière ou qui sont émotionnellement fermées. Et ainsi, alors ça c'est le résultat de plusieurs sessions, quand elle fait ça, en réalité, alors ça, la personne va jamais le dire au niveau conscient, parce que consciemment, elle va te dire mais non, j'ai envie de trouver l'amour. Sauf que pour trouver ce genre d'explication, il faut comprendre à quelle intention positive est-ce que son comportement répond en réalité. C'est-à-dire que quand je trouve une personne qui n'est pas disponible émotionnellement et que j'ai la croyance que de toute façon les hommes ne sont jamais disponibles, bah en fait, ça me permet de m'assurer et de valider que de toute façon, aucune relation durable est possible pour moi et que de toute façon, aucun homme ne voudra s'investir avec moi. Ce qui est, en l'occurrence pour Célia, la croyance de base. Donc en fait, le fait de choisir des hommes comme ça permet de justifier une croyance négative au fond d'elle-même, qui n'a rien à voir avec la dépendance affective. Il y a aussi cette dynamique de rupture fréquente, le fait de rompre souvent les relations dès que ça devient sérieuse. Ça, c'est souvent représentatif des personnes qui fuient l'engagement ou qui ont peur de l'attachement. Le fait d'invoquer des raisons comme les incompatibilités, le manque d'attention, c'est comme une dynamique qui montre que finalement la personne, contrairement à ce qu'elle dit, elle a un inconfort dans tout ce qui va toucher à la proximité avec quelqu'un. J'avais très récemment, quand je vous tourne cette vidéo, une vraie personne en accompagnement qui me disait moi de toute façon j'ai aucun problème avec l'idée d'être en relation, mais par contre dès que je commence à m'attacher à la personne, là il faut tout de suite que je coupe le lien parce que je peux pas, ça me fait trop peur, j'ai peur de souffrir, je maîtrise pas et je préfère fuir et couper le lien plutôt que de prendre le risque de me tromper ou de souffrir. Ça, c'est vraiment le signe qu'il y a une sorte d'inconfort avec le fait d'être proche de l'autre et qu'il y a potentiellement une peur de l'attachement derrière. Ce qu'on remarque aussi derrière cette peur de l'engagement, peur de l'attachement, peur de l'engagement, moi honnêtement, je mets la même chose derrière, mais après, peut-être qu'il y a, en creusant le sujet, il y a sûrement des différences, mais en réalité, le vrai terme, ce serait plutôt peur de l'attachement. Des attentes irréalistes, comme le fait d'avoir des idéaux très élevés pour un partenaire parfait, et le fait de se montrer critique dès qu'un défaut ou qu'une imperfection apparaît. Le comportement d'idéaliser, ça peut être justement représentatif de cette stratégie inconsciente pour éviter un attachement réel. Parce que qu'est-ce qui se passerait, encore une fois on pense en termes d'intention positive, qu'est-ce qui se passerait si la personne reconnaissait que de toute façon il ne peut pas y avoir de partenaire parfait et se mettait à accepter l'autre tel qu'il était. Bah ça la pousserait elle-même à se dévoiler davantage telle qu'elle est. Ça lui demanderait justement de prendre le risque de se mettre avec quelqu'un et potentiellement de se tromper ou de souffrir. En fait, ça l'engagerait beaucoup plus. Alors que le fait de se mettre des idéaux et de se dire de toute façon, personne ne peut répondre à mes attentes, bien sûr que c'est pas fait consciemment, mais inconsciemment, ça permet justement de la mettre à distance de la rencontre. Et donc de répondre toujours à sa croyance de base qu'aucune rencontre n'est possible. Il y a aussi ce qu'on peut remarquer dans ces cas-là, c'est l'anxiété de la stabilité. Lorsqu'une relation devient stable, que le partenaire lui montre des signes d'intérêt,
là, elle va se sentir paradoxalement anxieuse. Ça va être souvent le signe des partenaires avec un attachement anxieux évitant ou anxieux ambivalent. C'est-à-dire des partenaires qui soit ne vont pas du tout être à l'aise avec la proximité, ça on a déjà dit tout à l'heure, ou soit des partenaires qui vont avoir cette ambivalence. Je veux être rassurée par l'autre, mais dès lors que l'autre se rapproche de moi, ça me fait peur. Soit parce que je ne connais pas, soit parce que j'ai des traumatismes qui sont liés à ça, ou soit parce que j'anticipe le fait que attachement égale dépendance égale ensuite j'ai encore plus mal derrière. Donc douter des sentiments de la personne, ressentir un malaise qu'elle ne peut pas expliquer, se replier sur soi et prendre de la distance. Et puis enfin, chose qui ne ment pas non plus, c'est les expériences familiales et les modèles d'attachement. Quand on explore l'histoire de la personne, souvent on retombe sur des modèles avec de l'amour conditionnel, où justement il y a eu des conflits fréquents dans la famille et dans le couple, avec un ou les deux parents peu disponibles émotionnellement et une personne stressée dans justement sa relation de couple. Cette dynamique-là, ça impacte forcément la personne qui grandit dedans et forcément ça va déployer et développer ce qu'on appelle des modèles internes opérants, c'est-à-dire des modèles relationnels qui opèrent et qui dictent inconsciemment à la personne quel sera son schéma relationnel plus tard. Donc là, on peut voir que dans ce cas-là, la dépendance affective, c'est plutôt une conséquence, voire une excuse et un masque à la peur de s'attacher, en créant justement une sorte d'illusion, alors qu'en réalité, ce qui est réellement présent, c'est cette barrière émotionnelle qui finalement lui permet de vivre plein de fois, plein de relations, mais dès qu'elle est très proche de quelqu'un, et ben cette proximité lui fait peur et elle va avoir une sorte de repli émotionnel, de distance émotionnelle. Donc, on l'a dit, ce qui peut jouer et ce qui peut expliquer ça, c'est les modèles internes, donc des parents ou des figures d'attachement dans le passé, les mécanismes de protection contre la souffrance qui créent justement cette ambivalence affective. Donc ce sur quoi il va falloir travailler avec ce genre de personnes pour pouvoir enlever ce mécanisme-là, ça va être déjà de mettre de la conscience dessus, rien que ça, et d'avoir un professionnel qui est spécialisé sur cette thématique-là et qui nous permet de mettre à jour pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça. Ça permet déjà de sortir de ce mécanisme inconscient et répétitif et de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe et donc de pouvoir agir dessus. Ensuite, de travailler énormément sur la sécurité émotionnelle pour pouvoir, entre guillemets, reconstruire l'attachement ou en tout cas remodeler l'attachement pour que cet attachement puisse se rapprocher de l'autre et que la personne se sente en sécurité à l'idée de construire une relation avec quelqu'un. Évidemment, travailler sur l'estime de soi de la personne et du coup, dans ce travail-là, de pouvoir gérer les peurs qui sont liées à l'attachement. Ça, c'est un travail qui va être faisable notamment avec la PNL, qui permet vraiment de travailler sur les stratégies limitantes et les croyances, l'hypnose, qui permet de travailler l'estime de soi, les peurs, le lâcher-prise, l'attachement, la sécurité. Et après, ce qui va être utile en plus, ça peut être les constellations familiales, l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, et également l'ADNR, pour ancrer tout ce travail-là à un niveau neurologique. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire si c'est quelque chose qui vous parle. C'est un gros travail pour le coup. Ça prend quand même plusieurs mois. Après, quand on travaille avec les bons outils, il n'y a rien qui est impossible du moment qu'on a conscience de ce qu'on doit travailler et qu'on a les bons outils. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des questions sur ce type de mécanisme pour que je puisse y répondre. Et si vous voulez être accompagné, alors je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode, à réserver votre appel de thérapie brève offert. Donc c'est un appel de bilan dans lequel on va parler de votre problématique, de votre objectif d'accompagnement. Je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et si on peut travailler ensemble, à ce moment-là, je vous proposerai une première session pour qu'on travaille ensemble à ce sujet. C'est ce qui précède toujours un accompagnement. Et pour terminer, je vous laisse regarder dans la description, vous avez des outils à découvrir, des formations ciblées et accessibles pour travailler sur la dépendance affective, l'estime de soi, les ruptures amoureuses, les relations toxiques et d'autres sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram,
pour être informé des dernières actualités sur CME+. Vous avez les identifiants juste ici et les liens en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.